André. Kwekskina, ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Cette semaine, nous avons Sibi Flamand, le chef de Manoan. Sibi, si tu peux t'introduire dans notre auditoire. Ouais. Excusez-moi, le micro n'était pas ouvert. Donc, Kwekskina, ja comme Sibi, Wabash Kanadis Nekazun, Technochnorosionian, de Manoan, Notinga ou de Eniganibian. Bonjour tout le monde, je me nomme Sibi Flamand, je suis chef de la communauté Atikamek de Manoan. Puis bonjour tout le monde qui écoute ce podcast. Alors, bonjour Kwekwe Sipi, c'est Kwekwe Uchimau Sipi, ouais, parce qu'on est très fiers. Je pense qu'on ne s'est pas vu ensemble depuis que tu as été élu chef de la communauté. Donc, je te transmets bien en retard, mais bien sincèrement mes félicitations. Ça fait quand même pas mal de chemin. Moi, je me souviens de toi très jeune. On avait partagé un voyage au Paraguay et on avait rencontré des Guaranis. Et tu avais même trouvé le moyen de saluer le public en Guarani et en Atikamekw. Tu te rappelles de ça? Effectivement, ça a été tout un voyage de faire une représentation pour, à l'époque, Wabguni Mobile, mais en même temps pour les jeunes Atikamekw. Puis le Paraguay, c'était un beau pays à visiter, malgré le peu de temps qu'on avait à notre séjour là-bas. Oui, c'était une organisation, c'était une rencontre qui était organisée par l'UNESCO, qui ont un bureau à Montevideo en Uruguay, en fait, le pays voisin, qui avait organisé une rencontre autour du cinéma et de la représentation des Autochtones au Paraguay. Alors, je pense que c'est là d'ailleurs qu'on s'est connus. Avant, on se voyait seulement de loin. Alors, moi aussi, je suis encore en train de regarder pour la diffusion autochtone dans le monde. Je suis à Rome avant de rentrer à Montréal, mais j'étais à Matera, dans le sud de l'Italie, un festival qui est relativement jeune, qui a 3 ans d'existence. C'est sa 3e édition. Mais il y avait Robin Williams, l'artiste, puis il y avait Patty, j'oublie son dernier nom, la réalisatrice de Wonder Woman, qui étaient les invités d'honneur à Matera, parce que c'est là qu'ils ont tourné une partie de Wonder Woman. Et on va essayer de... enfin non, on va pas essayer, c'est décidé, il y aura une section de films autochtones avec la collaboration de notre festival montréalais pour faire des diffusions en Italie. Alors, c'est un partenariat à long terme et on espère justement que ça va permettre à des jeunes de voyager. Puis si les voyages forment la jeunesse, peut-être que ce sera aussi ceux-là qui seront la relève pour devenir chef des communautés. Et tu pourrais peut-être nous parler un peu, parce que je sais que ça fait partie de ton parcours et ça fait aussi partie, je pense, de ta vision de la culture comme instrument des activités culturelles, des activités artistiques, les modes d'expression variés comme façon de souder l'identité et de former des leaders et d'avoir des jeunes qui seront prêts à prendre la direction des luttes au moment venu. Oui, effectivement, moi j'ai voyagé beaucoup en Amérique latine, en Amérique du Sud. J'ai pu côtoyer des communautés autochtones, notamment les Mapuche au Chili, des Wayuu en Colombie, des Quechua et Aymara au Pérou. C'était une question
Il y avait une question. Ça a coupé. Ah. Ben, je vais continuer. J'ai voyagé pas mal en Amérique du Sud, tout en partageant aussi ma culture en tant qu'Adikmak Neurosio, partager mes connaissances, les connaissances que notre nation a sur l'environnement, sur le territoire, mais aussi son histoire par rapport à l'impact au colonialisme. Ça, c'est des choses que j'ai pu partager avec d'autres communautés autochtones en Amérique du Sud, puis j'ai pu entretenir ces relations-là dans d'autres projets, notamment avec Wabguni Mobile, avec le projet du Réseau international de création audiovisuelle autochtone. C'est dans ça, je pense que j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience avec d'autres communautés autochtones au niveau international pour pouvoir amener davantage les relations internationales autochtones beaucoup plus loin. Puis je pense qu'on a une diversité culturelle auquel on doit partager avec le monde. On t'entend pas, André? Je pense, Alexandre, que c'est toi qui vas devoir mener l'entrevue parce que je perds des grands bouts des propos sûrement fort intéressants de Sibi. Je réécouterai à Montréal, mais je perds pour l'essentiel son propos. La connexion ne doit pas être parfaite. On vient de le perdre encore. Hein? Fait que ça, dans le fond, pour faire le suivi, je pense qu'on parlait de semaine culturelle. Je sais que ces temps-ci, il y a eu la semaine culturelle à Manoan. Il y avait aussi des discussions, comment que ça se fait que, dans le fond, chez nous, les semaines culturelles, si tu peux expliquer un peu c'est quoi l'historique, d'où ça vient. Puis, c'était quoi qui était important d'avoir des semaines culturelles dans les communautés? Là? Bien, les semaines culturelles, ça c'est intégré dans le calendrier scolaire dans les communautés depuis quand même plus de 30 ans, si je peux dire ainsi. C'était là avant même ma naissance. Les semaines culturelles, ça visait à revitaliser les cultures autochtones, la culture Atikamekw, notamment à Manawan, sur les Atikamekw. C'était pour pouvoir amener les jeunes en territoire, parce qu'on sait l'impact relié aux pensionnats, les familles, des enfants qui sont allés dans les pensionnats ont dû vivre un bris intergénérationnel avec leurs parents, avec leurs grands-parents, puis ils n'ont pas pu acquérir des connaissances, des savoirs, de l'expérience en matière, au rapport sacré au territoire. Puis dans le cadre, à l'époque, le discours, c'était la prise en charge des programmes. Puis c'est dans ce cadre-là que la nation Atikamekw, que les communautés Atikamekw, puis d'autres communautés également autochtones ont repris la gouvernance de l'éducation. Puis dans ça, ils devaient travailler sur un changement au niveau pédagogique, au niveau du programme, en mettant de l'avant la, entre guillemets, amérindianisation des programmes pour, en fait, c'est traduire les programmes, par exemple, mathématiques, sciences sociales, histoire, tout ça, dans la langue Atikamekw. Puis c'est ça qui était enseigné aux enfants. Puis dans ce cadre-là aussi, qui ont développé les semaines culturelles en permettant aux familles d'amener leurs enfants en territoire,
afin de permettre à un réapprentissage, à une revitalisation de la culture, puis aussi de l'occupation territoriale. Il y a une semaine en automne, puis une semaine au printemps, puis c'est 2 semaines dans le calendrier scolaire qui est bien intégré dans les communautés. Je sais que dans le fond, je pense que dans certaines communautés, il y en a pour 2 semaines. Est-ce que tu es au courant si c'est toutes les communautés autochtones du Québec qui font ça ou c'est juste c'est du cas par cas? Ben, il y a des nations, par exemple, chez les Cris, chez les Ayo au nord du Québec, c'est des Ghost Breaks qui appellent ça. C'est des semaines pour aller à la chasse aux gosses, comment on les appelle déjà, les gosses? Les barnaches, les oies. C'était pour permettre aussi de reprendre, de pratiquer ces activités traditionnelles-là. Chez les Inuits, ils ont aussi leur semaine culturelle en territoire. Je ne sais pas du côté Anishinaabe, mais je pense que oui. Pour les autres nations, je ne sais pas. Mais chez les communautés algonquiennes, les semaines culturelles sont présentes. Je sais que dans le fond, ça tourne tous autour de la saison de la chasse. J'imagine qu'il doit y avoir des relations particulières avec les chasseurs, avec le reste du Québec. Je sais que j'entends beaucoup parler ces temps-ci du parc La Vérandrie qui est bloqué, puis il y a beaucoup de chasseurs sportifs qui ont afflué vers les Daskinan dans les jeunes Manoan. Effectivement, comment je pourrais expliquer ça? Il y a une surpopulation sur nos territoires traditionnels, ancestrales, avec la saison de chasse. Puis la chasse, je dirais que c'est... le Québec veut prendre le contrôle, mais en même temps, quand on parle d'autodétermination de notre côté, on veut reprendre le contrôle aussi sur la gestion faunique, en mettant de l'avant les politiques qui nous représentent en tant qu'Adikmeknorisio pour pouvoir contrôler la gestion des chasseurs allochtones aussi, les chasseurs Atikamekw. Je pense que si on mettait de l'avant nos propres politiques qui représentent nos valeurs, nos principes, on pourrait prendre en charge cette responsabilité-là pour assurer une bonne continuité, une perpétuation des ressources naturelles comme la faune, la flore sur le Nidaskinan. Mais des fois, si dans le contrôle, entre guillemets, là, il peut y avoir des chicanes entre chasseurs allochtones puis Atikamekw. Puis justement, il y a quelques semaines, des chasseurs Atikamekw ont perdu leur orignal qu'ils l'ont chassé, puis c'est d'autres chasseurs allochtones qui l'ont récupéré, qui l'ont volé, je dirais, en territoire. Puis ça pose problème. Est-ce que vous avez-tu déjà des idées, des stratégies pour essayer de mettons, pour travailler mieux, avoir une meilleure relation avec les chasseurs, là, entre les chasseurs québécois, entre les chasseurs autochtones et autochtones? Là? Évidemment, ça, c'est au niveau de la sensibilisation, de la prévention aussi, puis faire connaître nos cultures, nos pratiques, c'est important, mais s'il faut l'implication, il faut la participation aussi du gouvernement du Québec, du ministère de la Forêt, Faune et Parc pour pouvoir apporter ces changements-là en matière de la gestion faunique. Oui, dans ces problèmes-là, il faut apporter notre grain de sel pour la gestion de la faune, puis éviter aussi des conflits en territoire. Puis je pense que c'est tout le monde, toute forme de gouvernement, que ce soit Atikamekw, que ce soit québécois, c'est ensemble qu'on peut apporter des changements. Puis on a des outils en place pour pouvoir le faire. Puis par exemple, la déclaration de souveraineté Atikamekw qui a été faite en 2014, il y a des politiques, je dirais des traditions juridiques Atikamekw aussi qui étaient en place, qui sont toujours en vigueur dans nos communautés, dans les familles, pourquoi pas le reconnaître puis pouvoir avancer avec ça.
Mais on sait aussi que le gouvernement provincial ne veut pas trop reconnaître la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui pourrait être mise en valeur au niveau juridique si le gouvernement le veut. André, tu avais quelque chose à rajouter? En fait, il y a deux choses. Là, je serais peut-être en retard un peu parce que tantôt, on parlait des semaines culturelles très liées à la chasse, mais récemment, on a vu à la Cinémathèque les 6 saisons à Tikamek. On a vu comment, par exemple, une saison était marquée par l'érable, d'autres, c'était la pêche sur la blague. André, on t'a perdu. Bon, on t'a perdu. Oui. Tu parlais des 6 saisons du Québec. Voilà, et je me disais, à chaque saison, son activité, parfois la pêche, parfois la cueillette, parfois l'érable, l'eau d'érable qu'on tire. Alors, je me disais, est-ce que ce serait pas bien d'avoir 6 semaines culturelles qui correspondraient justement à une variété Bon. Est-ce qu'on m'a on t'a perdu encore. Je pense qu'on a. Est-ce qu'on Ouais, je pense qu'on a saisi un peu. On pourrait pas avoir 6 saisons. 6 semaines culturelles pour 6 saisons. Ben, je pense que il y a Gilles Ottawa, qui était un historien autodidacte de Tikamek, qui a documenté, qui a analysé des activités traditionnelles à Tikamek. Puis dans les 6 saisons à Tikamek, il y a plus de 280 activités reliées dans l'ensemble des 6 saisons. Puis évidemment, je pense si on devrait revoir le calendrier scolaire, l'approche pédagogique autochtone aussi dans les écoles autochtones, je dirais que ça serait faire 6 semaines culturelles dans le calendrier scolaire. Mais ça, il faut négocier avec les gouvernements pour faire reconnaître justement la pédagogie autochtone, les programmes développés dans les communautés. Mais dans le cadre d'un projet qu'on fait avec Manawan, avec l'UQAM, on appelle ça le projet Matgan, c'est en collaboration avec l'école secondaire Odabi à Manawan, le tourisme Manawan et l'UQAM, je répète. On est en train de développer un modèle de programme pédagogique sur la culture atikamekw. Ça fait 5 ans qu'on fait des activités en territoire là, au site Matgan pour amener les jeunes en territoire, pour qu'ils puissent apprendre leur histoire, leur identité, à faire de l'artisanat, mais aussi être proche avec les aînés qui détiennent des savoirs, des connaissances. Puis, ce qu'on a développé aussi avec l'éducation, le secteur de l'éducation, c'est mettre en valeur les activités culturelles, en engageant aussi des agents culturels dans les écoles au niveau primaire puis au niveau secondaire pour pouvoir pratiquer ces activités-là dans le cadre
du calendrier scolaire officiel qu'on a. Mais avoir 6 semaines culturelles, ce serait l'idéal. Je sais aussi qu'il y a du monde qui commence à se plaindre de la réussite scolaire parce que je pense qu'il y avait quelques-uns qui ont fait des commentaires comme quoi il y a trop de congés, il y a trop de vacances. Le moindre intempérie, il y a du monde qui peuvent pas aller à l'école. T'as des gens qui s'inquiètent un peu de la réussite scolaire de leurs enfants. Fait que 6 semaines, il me semble que faut beaucoup travailler pour l'avoir, là. Si on pense de manière utopique, on enlèverait les semaines de vacances durant l'été, puis on viendrait modifier l'ensemble des 12 mois, les 6, pour pouvoir intégrer nos semaines culturelles dans l'ensemble d'un calendrier scolaire atikamekw ou bien autochtone. Je pense que ce serait quelque chose à évaluer, mais ça, c'est au niveau social, une discussion sociale, sociétale, politique qu'il faudra faire. Mais ça, je lance une idée aux autres leaders là, qu'on puisse se concerter dans ce projet-là. Je me demande si tu es en vue pour faire ça, genre donner 6 semaines culturelles, on enlève les vacances. Ben, c'est que les semaines culturelles ne seraient pas des vacances, ce seraient des semaines occupées avec des activités. Et ben oui, pourquoi on ne pourrait pas, à terres en vue, je ne sais pas moi, documenter la chose, appuyer la chose, peut-être amener des élèves non autochtones à se mêler ou quelques-uns à se mêler au groupe Atikamekw pour être justement sensibilisés aux réalités des Autochtones. Tout ça, c'est des choses qui peuvent, comme on le dit, il faut penser loin. Penser loin, c'est parfois être utopique, comme le disait Sipi, mais oui, c'est certainement des choses auxquelles si je pose des questions d'ailleurs, c'est bien parce que à terres en vue, on est sensible à la chose. Mais aussi l'autre question que je posais, qui celle-là aussi s'adresserait déjà plus au chef à celui qui réfléchit au penseur Atikamekw, c'est la question, c'est quand on parlait contrôle de la faune, mais un autre dossier qui est énorme, si on veut avoir une certaine souveraineté sur le territoire, c'est celui des ressources forestières qui sont souvent surexploitées en territoire autochtone sans que les nations aient leur mot à dire là-dessus. Et je pense que ça, les Atikamekw en ont historiquement et encore aujourd'hui beaucoup souffert. Alors, est-ce qu'il y a des actions, des revendications de ce côté qui avancent? Manawan, le Conseil des Atikamekw de Manawan a adopté une politique sur le moratoire contre les coupes forestières l'année dernière. Puis ça implique à ouvrir une discussion avec le gouvernement, avec les forestiers, pour pouvoir apporter un changement de paradigme au niveau de l'aménagement forestier, tout en mettant de l'avant les pratiques Atikamekw, mais aussi l'approche Atikamekw sur la foresterie. Comment on utilise la forêt, comment on utilise nos territoires, puis comment on pourrait collaborer, partenariat, comment on pourrait impliquer les Atikamekw aussi dans la gestion, là. Parce que, tu sais, les communautés, les chefs de territoire, les familles sont consultés. Mais les consultations, ce ne sont que des séances d'information au niveau des planifications des coupes forestières. Donc, ça entraîne des ententes, des mesures d'harmonisation, accommodement, mais au niveau des redevances, on n'a rien. C'est très peu, je dirais, à mon avis, si je peux m'exprimer là-dessus. Mais vraiment, il faut revoir la loi sur la foresterie, puis
vraiment intégrer aussi les pratiques atikamekw, les pratiques autochtones dans la gestion forestière. Je pense que si je lance ça au gouvernement, si ils prennent le temps de nous écouter aujourd'hui pour pouvoir discuter cette approche-là. Je sais que récemment, il y avait une recherche, une étude avec le projet Madagan pour un site patrimoine, un patrimoine atikamekw qui est Madnak. Dans le fond, c'est ça ce qu'ils disaient, c'est que ils ont conclu que dans leur revendication pour la famille qui occupe le territoire de Kijamadnak, c'est que c'est tout un écosystème en soi, puis que c'est important de ne pas déranger cet écosystème-là. Si on coupe du bois, mais ça va faire une réaction en chaîne pour déstabiliser cet écosystème-là. Fait que c'est important de le sauvegarder. Là. Je ne sais pas si tu peux en parler un peu plus là-dessus, Sylvie. Moi, je partirais du principe du discours de David Suzuki là-dessus, l'équilibre sacré. On parle d'équilibre, les Autochtones parlent souvent d'être des protecteurs du territoire, de l'environnement. Puis dans la philosophie, dans le concept qui a été développé par David Suzuki, qui est un biologiste quand même de renom, qui a réfléchi avec les communautés autochtones de la côte ouest canadienne, comment l'environnement, la biodiversité se constitue. Il y a des animaux, la faune, il y a la forêt, puis tout ça. Puis, quand on parle de protection de l'environnement, il faut considérer la faune, il faut considérer la flore. Puis, avant de faire une planification, une gestion, un aménagement forestier, par exemple, ou bien une coupe de tout ça, je pense qu'il faut d'abord évaluer c'est quoi l'utilisation de cette partie du territoire pour pouvoir comprendre c'est quoi le rapport, la relation qu'ont les Atikamekw dans cette partie du territoire avant de donner aux compagnies forestières. Je pense que c'est dans ça aussi que le projet de patrimoine Atikamekw qui est en train d'être développé là, avec un des chercheurs là, avec qui on collabore. Est-ce que vous sentez que par rapport à toutes ces avancées et ces projets, qu'il y a vraiment une écoute, soit du côté du gouvernement ou des compagnies forestières? C'est plus avec les universitaires qu'il y a de l'écoute, parce qu'ils autres, ils étudient davantage l'environnement, l'impact social aussi relié au projet forestier ou bien minier. Au niveau des compagnies puis au niveau du gouvernement, c'est une toute autre approche. C'est dans un autre contexte, je dirais, c'est plus économique qui regarde et non relationnel avec le territoire. Je pense que Gabriel vient de dire bonjour à Xibi. Oui. Je sais que dans le fond, c'est ça, ça fait des années que tu as fait des vidéos de la Wapida en Krazine, puis aussi prochainement, tu vas avoir un livre qui va être sorti. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler, André. Sibi va sortir un livre prochainement. Là. Ça s'appelle Niganik Aidabian. Vous entendez? Non, je vais vous montrer un peu. Il faut qu'il nous en parle, là. Hein? Ouais. Fait que Sibi, qu'est-ce que tu pourrais en dire sur ton livre que tu vas sortir? Là? C'est un essai sur mes réflexions sur l'avenir autochtone. Niganik Aidabian, Niganik, ça veut dire l'avenir, où est-ce qu'on se voit de l'avenir. Puis je fais
dans ce petit livre-là, dans cet essai-là, c'est une réflexion sur l'aspect utopique, je dirais, mais aussi l'aspect dystopique. Dans quoi on se dirige. Puis on sait que toute décision, ça vient de chacun d'entre nous, puis c'est chacun d'entre nous aussi qui doit apporter son grain de sel pour apporter des changements concrets. Puis c'est un peu dans une réflexion, j'essaie de brasser la cage avec ce livre-là. Et donc, c'est ce que je peux dire. Donc, le livre va sortir le 1er novembre. Bon, ben, novembre. T'as fermé ton micro, André. Ouais, j'ai dit que novembre n'allait pas être le mois des morts si Sibi brasse la cage, ça va être le mois de ceux qui se réveillent. Justement, un des premiers courts-métrages que j'ai fait, c'est une réflexion aussi, là, un essai cinématographique. Là, Onishkak, ça veut dire réveillez-vous. Puis c'est dans cet esprit-là que je me suis lancé pour amener les gens à prendre leur place puis à réfléchir là, comment ils peuvent apporter leur contribution dans un projet de société commun. Oui, dans le fond, c'est ça. Toi, tu l'avais fait tout en entièrement en Atikamekw, hein, pour cette vidéo-là. Je t'avouerais que dans ce temps-là, je pense dans ce temps-là, je commençais à peine à faire la traduction, puis j'ai été très intimidé par le choix de tes mots parce que c'est des mots que j'entends rarement faire. Est-ce que tu penses faire plus de textes en Atikamekw aussi prochainement? Quand j'ai étudié au baccalauréat en sciences politiques à l'Université Laval, j'avais demandé, le professeur nous demandait de faire le travail dans nos langues. Puis, il y avait des hispanophones, il y avait des germanophones, des anglophones dans ce cours-là. C'est un cours sur le fédéralisme comparé. Puis là, je suis allé voir le professeur pour lui demander est-ce que je peux faire le travail dans ma langue en Atikamekw. Puis je lui ai expliqué la raison pourquoi je voulais faire le travail, parce qu'il avait donné la directive qu'on pouvait faire le travail dans nos langues. Puis évidemment, il a refusé à cause que personne ne pouvait corriger mon travail à cette époque-là. Mais je pense que faire la littérature dans nos langues respectives, dans nos langues maternelles, ce serait important parce que ça aiderait aussi à préserver nos langues, puis aussi à évoluer aussi nos langues, parce qu'il y a des mots qui n'existent pas encore, puis qu'on doit réfléchir comment on peut faire la traduction. Par exemple, le mot ordinateur, là, ça a été un mot qui a été inventé il y a quand même une trentaine d'années. Ce qui veut dire la machine à mémoire, là, si on peut traduire littéralement mot à mot, mais je pense que moi, j'ai l'intention de faire d'autres rédactions là, dans ma langue, ou bien au niveau cinéma, mais après mes fonctions politiques, évidemment. Je me souviens, il y a des années de ça, c'était au siècle dernier, Richard Kistevich était venu témoigner devant une commission parlementaire itinérante sur les rapports entre autochtones et non-autochtones. Et il parlait juste en Anishinaabe. Et là, les gens, évidemment, ne comprenaient pas. Il n'y avait pas de traducteur de prévu. Alors, ça l'a fini que les gens qui étaient là pour écouter Richard étaient là au micro de lui disant de se taire parce que personne ne comprenait ce qu'il lui disait. Et lui continuait imperturbable. Et c'était le plus bel exemple des relations Québec-autochtones qu'on pouvait avoir. Une forme de résistance. C'est il faut le mentionner, c'est historique comme événement.
parce que nos langues ont été bannies dans les pensionnats. Puis aujourd'hui, on en est fiers qu'on parle encore nos langues. Puis la nation atikamekw le parle encore à plus de 95%. Là. Donc, c'est important de le souligner, mais il faut quand même faire attention pour pas que nos langues se partent. Puis justement, c'est à partir de cette année, 2022 à 2032, c'est la décennie des langues autochtones. Je pense que dans nos communautés, on doit mettre de l'effort là aussi pour protéger nos langues. Ouais, je trouve que quand même si 95% des Atikamekw parlent la langue, on dirait que le niveau du langage n'est pas si avancé que ça non plus. On a du mal à s'exprimer en de longues phrases pour, mettons, une histoire imagée. Je sais que, dans le fond, on a quand même on garde un certain discours quand on raconte une anecdote en Atikamekw qui peut être très comique. Mais si on devait faire de la littérature, mettons, en Atikamekw, ça sonnerait comment? Est-ce que les gens sont assez avancés pour faire ça, d'après toi? Ben, il y a de la traduction mot à mot, mais il y a aussi de la traduction aussi qui, genre, traduire de la philosophie atikamekw, ça peut être complexe parce qu'il y a on utilise beaucoup de l'image, puis du rapport aussi au territoire, puis faire la traduction pour expliquer ce rapport-là peut être complexe. Même, comme tu dis, lorsqu'on raconte une histoire drôle en atikamekw, ce ne sera pas drôle en français. Ouais, c'est ça. Je pense que Joséphine Bacon aussi faisait un peu ça quand je regardais ses poèmes en Innu. C'est un peu simple, mais tu vois déjà l'image dans ta tête, tandis quand ça devient en français, c'est très bien écrit en français, mais parfois je trouvais qu'en Innu, c'était vraiment simple, mais tu vois déjà une image complète. Puis essayer de transposer l'humour atikamekw en français, c'est vrai que c'est tout un défi pareil, là. Mais cela dit, c'est ce qui arrive à toute traduction. Hein. Traduire du russe au français, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens se comprennent si mal aussi. Et puis, pendant que je suis en Italie, il y a un proverbe italien qui me revient à l'esprit. C'est traditore, traitore. Et ça veut dire traducteur, traître. Alors, c'est pas pour toi, Alexandre, que je disais ça, là. Attention, là. C'est ça, en tant que traducteur, on essaie d'être fidèle dans ce qui se dit. Même en français, des fois, quand je traduis de l'atikamekw vers le français, j'essaie de rester fidèle à ce que la personne s'exprime. Parce que dans les débuts, quand je faisais la traduction, je voyais que beaucoup faisaient beaucoup d'interprétations. Des fois, tu avais des traductions littérales qui ne voulaient pas dire qu'est-ce que ça veut dire en français. Là. Fait que ça faisait pas de sens. Fait que c'est ça qui était difficile quand tu deviens traducteur. Surtout de l'atikamekw vers le français, des fois, tu as du monde qui s'exprime différemment. On dit souvent que pour moi, l'atikamekw, on s'exprime souvent de façon comme Yoda, à la façon de Yoda. Là. Fait que c'est ça qui est dur. Là. Effectivement, on a une autre structure, comment je pourrais expliquer ça, une autre manière de faire des textes, une autre manière de parler. Puis même, j'ai eu beaucoup de difficultés en français à une certaine époque. Puis les structures de phrases là, que je faisais en français, c'était la structure de phrases que j'utilisais en atikamekw, puis des fois, c'était compliqué, mais le français est de même, là, la langue Molière, puis c'est trop complexe.
Mais c'est vrai que derrière la langue, il y a aussi une philosophie. Et de fait, je me souviens, Pierre Perrault, le cinéaste québécois, tout le monde disait qu'il était génial. Moi, je le trouvais tête enflée et hyper prétentieux. Ça, c'était mon opinion. Puis je l'avais rencontré une fois, puis il m'avait dit tu sais, André, on ne pourrait pas traduire la phénoménologie de l'esprit là, du fameux philosophe allemand Hegel en Inuktitut. Je ne savais pas que vous étiez si savant en Inuktitut pour savoir que ça ne pouvait pas le traduire. Il est venu tout rouge, puis il m'a tourné le dos. Ben, ça serait une bonne question, hein? Parce que moi, j'ai la phénoménologie de l'esprit chez moi traduit en français, puis la moitié du livre est en allemand, parce que les mots traduits en français, le traducteur hésite tellement si c'est la bonne traduction. Fait que même lire en traduction française, il faut comprendre l'allemand. Ouais, c'est ça. Alors dire que les Inuits seraient moins aptes à le traduire, à voir, peut-être ce serait plus facile. C'est ça que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, j'ai toujours entendu que l'Atikamekw, c'est une langue polysynthétique. Ça veut dire que tu peux créer n'importe quel mot, un nouveau terme, pour décrire quelque chose qui n'existait pas dans la langue Atikamekw. C'est ça, des fois, quand on dit ce mot n'existait pas dans notre langage, moi, je suis comme, OK. Là, on se dit qu'on est capable de tout décrire dans notre langue à nous, mais on dit qu'il y a des mots qui n'existaient pas, fait qu'il va falloir qu'on crée. Fait que c'est ça le défi à chaque fois, là, comment qu'on crée de nouveaux mots, là, parce que je pense que les gens, il y a de moins en moins de personnes qui savent faire ça, qui savent créer de nouveaux mots. Je ne sais pas s'il va y avoir un effort qui va s'en venir du côté de la nation, on m'a dit au conseil de bande, on m'a dit à Manoan. Je sais que les Inuits ont fait un dictionnaire des lexiques, un lexique juridique en Inuit. Puis j'ai pu entretenir avec un des traducteurs là, de ce lexique-là, puis il dit que ça a été ardu comme travail, mais en même temps, il fallait aller chercher des anciens mots, des mots pour pouvoir formuler les concepts, les mots qui sont dans le lexique juridique. Mais ça peut se faire, puis c'est important de le faire, parce que si on veut préserver nos langues, il faut aussi évoluer aussi nos langues. Mais c'est que ça prend aussi des savants, des lettrés, parce que si on regarde dans n'importe quel pays, n'importe quelle société, le commun des mortels, dans la conversation courante, utilise un très petit nombre de mots et d'expressions, puis aura de la difficulté si donner une longue conférence à l'université sur des sujets un peu poussés. C'est des gens qui se sont spécialisés. Aussi important, c'est pas de chercher à ce que tout le monde soit le plus grand spécialiste de la langue, mais s'assurer que ceux qui ont le talent, qui ont la connexion avec les aînés, le rapport intime avec la langue de façon naturelle, ben que ceux-là puissent effectivement progresser, qu'ils soient respectés, puis qu'on leur demande conseil et qu'ils deviennent un peu les sages ou les aînés, les références en termes de linguistique. Effectivement, puis pour revenir aux semaines culturelles, c'est dans cet esprit-là aussi que nos anciens leaders, nos anciens dirigeants voulaient amener auprès des jeunes, auprès des enfants d'âge scolaire pour pouvoir faire continuer notre identité culturelle. Puis comme on parle de langue aussi,
la langue Atikamekw, on dit tout le temps que nos aînés disent que notre langue vient du territoire, de Notimic. Puis c'est dans ce rapport-là, dans cette relation-là, que notre langue s'est développée. Puis quand on est dans la communauté ou bien en ville, c'est un autre type de discours, un autre type de langue aussi qu'on a dû développer. Donc, c'est important de le mentionner. Ouais, c'est la langue du territoire puis le langage communautaire qu'on appelle. Là. Mm-hmm. Puis dans le langage communautaire, je pense qu'il y a beaucoup de néologismes qui sont apparus, qui n'étaient pas utilisés sur le territoire. Mettons, quand on parle de la messe, Arames Kalnouk, ça a été emprunté du français, la messe. Puis, je sais que dans le fond, dans le langage du territoire, c'est cette langue-là qui se ressemble le plus aux autres langues autochtones. Parce que le langage communautaire, c'est celle qui a subi le plus de changements parce que c'est chaque nation a interprété les nouvelles choses à leur manière. Mettons, il y a des choses qu'on dit pas de la même façon. Mettons, moutarde dans l'Innu, comment on dit moutarde dans l'Innu, puis en Atikamekw versus en Atikamekw, là. C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes utilisations qu'on dit, là. C'est, mettons, en Atikamekw, on dit rimoutat, qui est une empreinte du français moutarde. Puis, les Noaïmoun, ils disent, les autres, ils disent ouyesh, mais Ouasmain, c'est ça? Non, je vais juste vérifier. Ouasmain, googlez ça sur Google, moutarde Innu-Aimun, fait que je vais vous laisser la traduction. Fait que c'est ça. Non, moi, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, André. Non, mais je pense que ce serait déjà un bon mot pour ta partie linguistique, la traduction de moutarde dans différentes langues autochtones. Ah oui, j'aurais fait ça si on avait une discussion, mais sinon, je cherchais parce que souvent, je suis intimidé avec Sibi parce que ça a été aussi une référence quand je faisais la traduction dans mes débuts. Là. J'avais souvent des longues discussions avec lui, comment qu'on dirait telle chose, surtout les néologismes. Puis, vu que il a grandi avec des parents traditionnalistes, mais lui a été beaucoup en contact avec la langue, plus que moi. Là, fait que c'est ça. Moi, j'avais pas d'idée quoi trouver pour ce mot-là, pour cette semaine. Fait que j'ai plus pris le temps de jaser avec Sibi ici. Je sais pas si Sibi, tu as un mot qui t'inspire récemment. Là. Un mot qui m'inspire récemment. En Atikamekw ou bien dans une autre langue? En Atikamekw. Oui, en Atikamekw. Nyoruizio, c'est un mot qui a beaucoup de sens philosophique, politique aussi, sur l'identité. Ça, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Puis souvent, on dit que ça veut dire être humain. Mais si on décortique ce mot-là, une des linguistes Atikamekw a analysé le mot, puis Nyoruizio, ça veut dire celui qui s'adapte à son environnement. Donc, c'est un mot que j'apprécie beaucoup, puis que j'utilise aussi dans mes réflexions, dans mes rédactions, puis même, je le mets en valeur dans mes rédactions politiques. Je pense, j'en ai déjà parlé aussi, ou j'ai peut-être fait un épisode là-dessus aussi pour dire d'écrire le mot Nyoruizio. J'avais dit d'écrire ça dans des autres langues, mais moi aussi, c'est un mot que j'aime particulièrement parce que ça veut dire l'être qui cherche l'équilibre, l'être en équilibre, l'être en harmonie. T'as comme toute une interprétation qui vient avec. Puis je pense que ça englobe aussi une philosophie en soi, comment tu te tiens dans la vie. Mais tu cherches l'équilibre, tu vas chercher l'harmonie dans ta vie. Là. Fait que, ça me touche bien aussi.
Wadanaya Okidasun, c'est ça que aussi Roger Chacon avait dit quand j'avais vu une petite capsule vidéo sur lui, là, avec sa petite fille Jamie Chacon. C'était une rencontre avec Roger Chacon et sa fille Jamie Chacon qui se disait, c'est une rencontre avec grands-parents puis petite fille. Si vous googlez ça, c'est sur Internet, là, Jamie Chacon, Roger Chacon. Roger disait que son mot préféré, c'était Norizio. Puis, je pense que tous les Atikamekw connaissent son sens aussi. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que si on avait ce mot-là dans le chat, ça nous ferait une belle conclusion pour cette rencontre. Celui qui sait s'adapter à son environnement. Je risque une traduction. Oui, c'est ça. Norizio. Ah, il y a Gabriel qui demande. On voit la photo avec du grand chapeau. On montre dessus, Sibi? On va le montrer. Ouais, je cherchais une photo de lui, puis je me suis amusé un peu avec ça parce que Sibi, c'est un grand amoureux. Il aime beaucoup les chapeaux, fait qu'il y a toutes sortes de chapeaux, fait que j'ai pris celle-là, puis je l'ai agrandi un peu. Maintenant, c'est comme un petit clin d'œil, vu que maintenant il est chef, son chapeau est devenu plus gros. Mais tu sais, Christine Sioui Wabanolowat a l'habitude de dire une tradition, j'en pars une par jour. Fait que là, tu viens peut-être de partir une nouvelle tradition, des chapeaux de chef pour Manoine. Ouais. Il n'y a pas de coiffe de chef pour Manoine, je pense. Il y avait une coiffe qui avait été faite, c'était, autrefois, des coiffes Atikamekw, c'était fait de castor, puis il y avait des plumes aussi, mais pas des coiffes comme on voit le logo à côté. Ben oui, mais c'est ça, je me demandais, ça doit être bizarre si on commençait à faire des headdress, là, des coiffes de chef, des plaines, là. On commence à donner ça en cadeau à d'autres mondes. Je pense pas qu'on pourrait le faire, nous autres, dans le futur. Ça a été tout un choc pour moi de voir ça, là, en donnant une coiffe à un pape. Alors, la semaine prochaine, c'est moi qui vais être au bureau. De retour. Désolé de t'avoir manqué, Sibi. J'aurais été heureux de t'accueillir dans la place où on travaille. Mais quand même, c'est bien plaisant que tu aies passé et qu'on ait eu ce moment avec toi. En passant, tantôt, je m'en vais souper avec Mauricio Gatti. Là. Je ne l'ai pas encore vu depuis que je suis à Rome. Et là, il doit arriver dans 5-10 minutes. Et je ne sais pas ce qu'on va manger. Des saltimbocca à la romana, peut-être. Qui sait? On verra. Alors, je vous raconterai tout ça au retour. Et puis, Alexandre, tout se passe bien au bureau d'ici là? Ah oui, ça va bien, ça va bien. On va se revoir la semaine prochaine alors. On va voir un autre invité la semaine prochaine. On va voir Annie Sibi. Comme Sibi ici, Sibi Flamand. On va voir Annie Sibi la semaine prochaine. On va mettre ça en détail lundi prochain qui s'en vient. Fait que Sibi, merci d'être avec nous. Je te mets une équipe de jeunes. On va sûrement se revoir une autre fois. Puis, t'as-tu quelque chose à rajouter, Sibi? Je vous remercie de cette tribune. C'est important de communiquer. Puis, je pense que ceci, c'est un environnement pour faire connaître nos philosophies, nos cultures, mais aussi nos enjeux politiques. Puis, je voudrais confirmer que Webi Yoda est Atikamekw. Merci.
Bon, OK. Fait que Mélissa, je pense que tu as bien entendu ça. Fait que Miigwetz, merci. Sibi, Matsashuk. Merci.